Avec nous aujourd'hui et bienvenue au point de presse du Centre intégré de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue du 14 janvier 2021. Mon nom est Sarah Charbonneau. Je précise que l'objectif du point de presse est de présenter, comme les semaines précédentes, un état de situation épidémiologique pour l'Abitibi-Témiscamingue. 3 porte-paroles sont avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, Mme Caroline Roy, PDG du Centre intégré de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, suivie de Dr Lise Landry, directrice de santé publique, et de Dr Omobola Sobanjo, médecin spécialiste en santé publique. Avant de débuter, s'il vous plaît, j'invite les journalistes à fermer leur micro durant l'allocution des porte-paroles. Je vous remercie beaucoup. Madame Roy, la parole est à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, c'est résolu. Donc, c'est un plaisir encore une fois là, aujourd'hui de m'adresser à vous, les médias, à vous aussi, membres de la population qui nous écoutez en grand nombre. Donc, qui nous permet vraiment là, de rappeler soit certains messages ou de pouvoir profiter finalement de ce moment-là pour échanger sur notre situation pandémique en région. Donc, quelques messages, quelques rappels en ce qui me concerne pour aujourd'hui. Premier message, c'est en lien avec les rendez-vous médicaux, les interventions qui sont prévues pour notre population en ce contexte de confinement important et couvre-feu. Donc, je le rappelle, je l'ai mentionné la semaine dernière, mais vraiment, l'ensemble de nos services sont offerts. Si vous avez un rendez-vous planifié, si vous avez une intervention planifiée, on vous invite à vous y présenter. Il y a différentes modalités qui sont appliquées, que ce soit des rencontres virtuelles, des rencontres téléphoniques pour lesquelles votre professionnel vous a déjà invité à soit un traitement ou une intervention. Donc, c'est effectivement la modalité qui se poursuit dans votre cas. Puis, pour ceux qu'on attend en présence, bien, je vous invite à vous présenter directement là, au sein de nos installations. Deuxième élément de message également, vous le retrouvez sur notre page Facebook ou notre page Internet, mais réellement, on est en campagne actuellement de recrutement pour former de nouveaux préposés aux bénéficiaires en CHSLD. Donc, suite aux 2 premières cohortes, réellement, là, il y a une cohorte qui va débuter, et ce, dès le 22 février prochain. Il y a une prolongation de la période d'inscription. Donc, on invite toutes personnes qui sont intéressées à joindre les rangs de l'organisation, travailler auprès de notre population vulnérable en CHSLD, donc pour devenir préposés en CHSLD, de s'inscrire. Vous avez toute l'information sur notre page Facebook ou sur notre site Internet directement. Vous avez jusqu'au 22 janvier pour compléter votre inscription. Puis, la formation va débuter directement le 22 février. Toute l'information s'y retrouve. Sinon, quelques rappels aussi en lien avec cette période de confinement. On a plusieurs questionnements en lien avec les activités extérieures, des préoccupations aussi qui nous sont ramenées sur des gens qui constatent qu'il y a quand même des rassemblements qui sont faits à l'extérieur. Donc, je le rappelle, pour la période du 4 semaines de confinement, donc jusqu'au 8 février, réellement, les rassemblements, même extérieurs, sont interdits avec des membres qui n'habitent pas sous le même toit, là, qui ne sont pas à la même adresse que vous. C'est réellement des activités extérieures permises exclusivement entre vous pour les personnes qui habitent sous la même adresse. Donc, c'est important de se le rappeler. Puis, maintenir à ce moment-là, là, avec les autres personnes qui peuvent circuler sur le même emplacement, par exemple, dans les lieux où il y a du patinage, il y a de la glissade ou autre activité, de maintenir toujours le 2 mètres. Dans les aires de circulation, s'il y en a, bien, de porter le masque, mais c'est réellement seulement avec les gens qu'on appelle de la bulle familiale. Autre élément, beaucoup de préoccupations qui nous sont rappelées en lien avec les résidences privées pour aînés, donc nos résidences qu'on a partout sur notre territoire, pour lesquelles là, il y a eu réellement un resserrement aussi de certaines mesures, entre autres au niveau de l'interdiction d'utilisation des salles à manger pour les résidents qui y habitent. Effectivement, c'est réellement une mesure qui doit s'appliquer de façon très stricte là, à l'intérieur du 4 semaines, dans l'objectif de protéger ces résidents-là. On le sait, vous l'avez entendu probablement avec le ministre de la Santé dès aujourd'hui. L'objectif, c'est d'avoir complété la vaccination le plus rapidement possible de l'ensemble de nos résidents qui sont en résidence privée pour aînés sur le territoire. Déjà, on a pu débuter cette vaccination de résidents là, sur le territoire de Rouyn-Noranda, puis Dr Landry va vous le présenter. On comprend que c'est une contrainte qui est difficile. C'est réellement une contrainte qui ne permet pas de circuler non plus à l'intérieur de la résidence, mais c'est pour protéger là, notre population vulnérable. Puis on demande aux gens de la respecter, de comprendre que c'est un moment court terme. On le souhaite bien. C'est avec le respect des mesures qu'on va revenir en contrôle et qu'on souhaite au lendemain du 8 février là, de revenir dans une zone qui va nous permettre d'avoir davantage de circulation puis de contact avec nos proches. Mais pour l'instant, c'est important de le respecter. Puis les familles également, là, de respecter l'ensemble des mesures qui s'appliquent, qui fait en sorte que les contacts de proximité sont beaucoup plus limités dans le contexte actuel, effectivement.
Et dernier message, bien vraiment, là, c'est un message qui est associé à l'espoir de la vaccination. C'est notre grande campagne de recrutement de vaccinateurs. Vous avez encore une fois sur notre site Internet toute l'information, sur Facebook également. Mais j'invite toute personne qui correspond au profil recherché au niveau des 27, je crois, titres d'emploi qui peuvent avoir accès à devenir vaccinateurs dans ce contexte particulier de la COVID. À aller voir l'information, puis à vous inscrire sur le site Je contribue. Donc, c'est réellement un endroit où on recueille l'ensemble des candidatures. Toutes les personnes qui vont s'y inscrire sont contactées. Vous n'avez peut-être pas de disponibilité maintenant. Peut-être que c'est aussi limité dans le temps à chaque semaine, par exemple. Mais vraiment, on est intéressé à prendre toute candidature. Il se peut très bien qu'on vous sollicite seulement dans 2 mois lorsqu'on sera en vaccination de masse sur l'ensemble de notre territoire. Mais on aura besoin de toute personne là, qui veut contribuer parce qu'on a l'entièreté de notre population à vacciner. On va vouloir le faire dans un court laps de temps à partir du moment où on aura les vaccins pour le faire. Donc, c'est sous ce message d'espoir que je vous laisse et que je termine mes messages, Sarah, aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Mme Roy. C'est maintenant Dr. Lise Landry qui va s'adresser à vous. Oui, bon après-midi tout le monde. Voilà, moi je vais vous parler de la vaccination. Ça va quand même bon train d'Abitibi-Témiscamingue. Les usagers et les employés de la santé répondent présents pour les installations, pour les centres d'hébergement où nous sommes allés. On a notre objectif d'atteindre au-delà de 75 %. Ça varie de 79 à 92 %. C'est excellent. Maintenant, dès la semaine prochaine, nous terminerons avec l'arrivée des vaccins de Moderna sous peu, soit demain ou samedi, l'ensemble des centres d'hébergement au Témiscamingue et en Abitibi-Ouest et aussi l'ensemble des employés qui gravitent, qui travaillent dans ces centres d'hébergement-là auront la possibilité de se faire vacciner. Nous avons reçu les doses pour l'ensemble du personnel. Donc, la semaine prochaine, donc vendredi prochain, tout sera terminé jeudi en fin de journée, à vrai dire, là, ce sera fait. Par ailleurs, il y a 2225 doses de données au total. Comme je vous disais, 391 résidents en CHSLD déjà de fait. Il y a 1200 travailleurs de la santé, 36 proches aidants. Et effectivement, comme Caroline l'a mentionné tout à l'heure, nous avons pu commencer les résidents, les personnes plutôt qui vivent dans les résidences personnes âgées à Rouyn-Noranda, entre autres. On a 484 résidents de vaccinés sur 781, ce qui donne un taux de 65 %. C'est excellent parce qu'en principe, on aurait dû commencer seulement la semaine du 25 janvier, mais les doses de vaccins nous le permettaient. Également, aussi, sous peu, nous aurons accès à d'autres ultra-congélateurs qui sont prêtés par des partenaires, dont l'UQAT, deux congélateurs et une entreprise de Miscamingue, Parmelat. Ceci va nous permettre de déployer la vaccination sur d'autres territoires pour éviter le déplacement de la clientèle. On les remercie beaucoup de ces prêts-là. Ça va nous aider énormément à étendre notre vaccination sur l'ensemble du territoire, car vous savez, le vaccin Pfizer est difficile à déplacer encore pour l'instant. Et nous attendons la confirmation sous peu de ce déploiement-là via la logistique d'approvisionnement au niveau national. Et je vous rappelle aussi l'importance, malgré que certaines personnes ont eu les vaccins, là, de maintenir les mesures préventives. Là. Donc, distanciation de 2 mètres des gens qui ne sont pas à la même adresse que vous, lavage fréquent des mains, port du couvre-visage en lieu public. Puis, je vous rappelle que l'objectif du ministère au premier trimestre, donc jusqu'à fin mars, c'est de vacciner au moins les 4 catégories prioritaires et possiblement 5 et 6. Je vais les nommer, les rappeler. La catégorie 1, ce sont, on l'a mentionné tout à l'heure, les personnes vulnérables et en perte d'autonomie qui résident dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou dans les ressources intermédiaires et de type familial. 2, nos travailleurs de la santé en contact avec les usagers. 3, nos personnes qui vivent dans les RPA. Et 4, communautés isolées éloignées, mais ça concerne surtout les régions 17 et 18.
cinquième priorité, c'est les personnes âgées de 80 ans et plus qui vivent dans la communauté, donc à la maison. Et aussi, sixième position, les personnes âgées de 70 à 79 ans. Puis ainsi de suite, là, j'arrêterai là pour l'instant. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Landry. Je laisse maintenant le Dr. Sobanjo compléter l'information. Oui, bonjour, merci beaucoup Sarah. Bonjour tout le monde. Donc, je vous présente les données épidémiologiques pour la COVID pour l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, dans les dernières 24 heures, nous avons eu 7 nouveaux cas ajoutés qui amènent le nombre total depuis le début du deuxième vague à 418. Donc, nous avons actuellement 176 cas actifs alors que 241 personnes sont rétablies. Nous avons actuellement une personne hospitalisée, mais la personne n'est pas aux soins intensifs. Le nombre de tests qui ont été effectués entre le 7 et le 13 décembre s'élève à 3289. C'était une semaine assez intense. Nous avons effectué beaucoup de tests. Nous constatons au cours des derniers jours une légère baisse dans le nombre de cas quotidiens. Toutefois, c'est important de continuer à être vigilant parce que nous avons quand même des nouveaux cas qui sont de personnes qui présentent des symptômes et qui n'étaient pas déjà suivis par la santé publique. Donc, on continue à rappeler à nos citoyens, à la population, d'aller passer un test de dépistage dès l'apparition de symptômes. Il ne faut pas attendre pour dire, oh, je vais aller lundi ou je vais attendre après la fin de mon cas de travail. C'est important dès qu'on commence à sentir des symptômes de la toux, un mal de gorge, la fièvre, une fatigue, des courbatures, c'est important de s'isoler et de demander soit de prendre rendez-vous en appelant la ligne régionale ou de se présenter pour un test de dépistage. C'est important également de rester en isolement en attente des résultats du test. Les personnes qui ont eu une consigne de la santé publique aussi sont priées de continuer à collaborer et de respecter les consignes d'isolement qui leur ont été transmises. C'est important également de ne pas passer un test lorsque la santé publique ne l'avons pas dit. C'est-à-dire, si vous savez que vous avez été en contact avec un cas, souvent, on vous donne une date, une période pour laquelle un test sera le mieux, une date pour lequel c'est mieux de passer le test. C'est important de respecter cela parce que ça nous permet de pouvoir évaluer votre situation comme il faut et d'avoir des résultats escomptés. Le fait de passer un test trop rapidement fait en sorte qu'on doit répéter le test encore une fois. Donc, c'est important également que la priorité soit laissée aux personnes qui ont des symptômes et ceux qui ont été en contact avec quelqu'un qui est confirmé positif ou ceux pour lesquels la santé publique demande. C'est important de prioriser ces personnes pour le test. Donc, si vous n'avez aucune indication pour passer un test, vous n'avez pas à se présenter pour un test de dépistage. Je vous fais un petit rappel parce que ça nous a pris près de 4 mois de franchir la barre de 100 cas depuis le début de deuxième vague. Donc, entre le mois d'août et décembre, ça a pris près de 4 mois pour avoir 100 cas en Abitibi-Témiscamingue. Le deuxième 100, donc pour arriver à 200 cas, ça nous a pris entre le début décembre et le 2 janvier. Mais entre le 2 janvier et aujourd'hui, nous avons ajouté plus de 200 cas parce que maintenant, on est rendu à 418. Donc, ça peut monter assez rapidement, la même manière que ça peut baisser rapidement si les mesures sont prises. Donc, c'est on continue à respecter les consignes sanitaires actuelles, de rester dans notre bulle familiale, soit les personnes avec lesquelles on réside. Ceux qui ne devraient pas qui ne travaillent pas dans un service essentiel doivent rester à la maison et pour faire le télétravail. C'est important qu'on ne fait pas des activités avec les personnes qui ne résident pas où on habite. C'est comme ça qu'on va garder le contrôle et on va limiter la propagation de virus ici en Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup.
Merci, Dr. Sobenjo. Alors, nous sommes rendus à la période de questions. Il y a M. François Manger qui a une première question. Oui, en fait, on a entendu dans la conférence de presse cet après-midi au niveau national qu'on avait peut-être de la difficulté au niveau de l'approvisionnement dans certaines régions pour le vaccin. Je veux savoir comment se porte l'approvisionnement. Semble-t-il qu'on attend encore après certaines doses. Donc, on a la capacité de vacciner, mais on n'a pas assez de vaccins? Bon, c'est sûr qu'on est prêt à avoir plus de vaccins, mais pour l'instant, à date, à part de quelques jours parfois de délai, là, mais il respecte assez bien, je vous dirais, la logistique là, de livraison des vaccins, ce qui est prévu. Ce qu'on attend à date, ça a été respecté. On est très chanceux. Merci beaucoup. Une seconde question de M. Charles Laferrière. Oui, vous parliez on parle du nombre de cas qui descend. Justement, c'est une bonne nouvelle pour la région. Est-ce qu'on peut dire que les effets des fêtes sont derrière nous et que ces cas-là ont pas mal tous été dépistés et que les conséquences, on a vu pas mal les conséquences de ça, ou on peut encore avoir une deuxième vague reliée à ça? Merci pour la question. On voit encore des effets reliés au rassemblement de fin d'année. Normalement, en général, il nous faut une période de 14 jours, mais ça, c'est si tout le monde qui présente les symptômes passe le test au moment prévu. Ce qui arrive, c'est qu'on a des personnes qui ont eu un contact avec quelqu'un pendant le rassemblement. Par la suite, ils ont eu l'opportunité de transmettre le virus dans plusieurs endroits, des fois dans le milieu de travail ou au sein de l'entourage, et aux autres ont par la suite ils ont transmis le virus aussi. Donc, nous avons plusieurs générations qui font en sorte que même les cas qu'on a eus hier sont encore associés aux cas qu'on a eus précédemment dans les semaines de fin d'année ou même la première semaine de l'année de 2021. Donc, oui, on vit encore les impacts ou les effets de rassemblement de fin d'année. C'est un peu moins important, mais il existe encore. Merci. Avant de céder la parole à Mme Luneau, j'aimerais vous adresser une question du public qui écoute en direct le webinaire. Donc, avez-vous des gens de la région qui ont été vaccinés et qui ont tout de même contracté le virus? À notre connaissance, non. Non. Nous n'avons pas eu de patients rapportés qui auraient contracté le virus sous l'effet de la vaccination, là. C'est sûrement pas un effet du vaccin, mais peut-être qu'il aurait incubé le virus avant de recevoir le vaccin. Non, on n'a pas eu de cette manifestation-là. Merci, Dr. Landry. Madame Annie-Claude Luneau de Radio-Canada, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je voudrais vous parler de la semaine de relâche. Je comprends qu'on est encore loin, mais déjà, les gens essaient de faire des projets, des plans. Est-ce que déjà, vous avez des recommandations à faire pour la semaine de relâche? Est-ce que les gens devraient éviter, par exemple, de réserver des voyages ou des choses comme ça? Les recommandations en lien avec le voyage, ça tient toujours parce que le virus ne circule pas juste au Québec, mais il circule à travers le monde. Donc, il y a très peu d'endroits qu'on pourrait dire c'est sécuritaire. Et même si nous, on pense qu'on va respecter les mesures, on va circuler dans des endroits, des fois, sur lesquels on n'a pas de contrôle. Donc, c'est pour ça que c'est toujours sage, c'est toujours recommandé l'avis de Santé Canada et de Québec n'a pas changé sur des voyages non essentiels. Ça, on pourrait le dire d'emblée. Et même si on arrive à avoir moins de transmission à travers la province, c'est toujours prudent parce qu'on ne le sait pas quand est-ce une autre vague peut commencer. Avec la vaccination, on a l'espoir qu'on aura de moins en moins, mais personne ne le sait d'avance. Donc, c'est mieux de ne pas faire des projets qu'on va devoir annuler plus tard. Donc, c'est mieux de privilégier, de voir si on peut faire des choses plus locales plutôt que de planifier des choses à l'étranger ou dans d'autres provinces. Merci. Une question dans la zone de clavardage de M. Martin Guindon en 2 volets. Alors, le premier volet, est-ce que beaucoup de personnes sont en isolement préventif pour avoir eu des contacts étroits avec des personnes infectées?
oui, nous avons toujours des centaines de personnes en isolement préventif parce qu'ils ont eu contact avec un cas confirmé. Et le second volet de la question, est-ce que le rythme actuel de dépistage vous satisfait? Oui, on fait beaucoup de dépistage. On constate qu'il y en a que passent le test et n'ont pas besoin de l'avoir fait le test. Et on constate aussi qu'il y en a des gens qui passent des tests à répétition alors que ce n'est pas recommandé. On aimerait mieux prioriser parce que notre laboratoire travaille à temps plein là-dessus. On a des équipes de dépistage, donc on est capable de faire ça si c'est nécessaire. Mais on veut éviter de faire des tests qui sont pas nécessairement recommandés. Donc oui, on est contente avec ce qu'on arrive à faire, mais on aimerait mieux prioriser ou mieux aiguiser le test de dépistage vers les bonnes personnes. C'est pour ça qu'on répète que les personnes qui présentent des symptômes doivent aller passer un test parce que ça nous permet de savoir, d'avoir plus d'informations sur la circulation de virus au sein de notre région. Merci. Encore une seconde question du public. Est-ce qu'il c'est vrai qu'il y a eu des faux positifs dernièrement et qu'est-ce qui cause ces faux positifs? Oui, oui, il y a eu des faux positifs dernièrement et il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut avoir un faux positif. Première chose à confirmer, c'est que il y a eu quelques faux positifs, mais je viens de vous dire qu'on a fait plus de 3000 tests. Donc, le faux positif fait une très faible partie des tests qui ont le résultat que nous avons. Donc, des fois, lorsqu'on a un faux positif, c'est parce que au moment que le prélèvement a été analysé, il se peut qu'il y ait eu soit une contamination ou un enjeu avec le test elle-même. Nos tests sont 95 ou 90% selon où le test a été effectué. On a aussi des résultats qui viennent de laboratoires privés avec d'autres types d'appareils. Donc, chaque test, il n'y a pas de test qui est 100% efficace. Le test, le PCR que nous utilisons dans le réseau public sont très sensibles et sont très spécifiques. Donc, pour eux, le faux positif est très faible. Toutefois, surtout lorsqu'on a une faible prévalence, c'est-à-dire lorsque le virus circule peu, le taux de faux positivité peut augmenter. Mais pour d'autres types de tests, comme je vous ai mentionné, il y a plusieurs fournisseurs de tests en Abitibi-Témiscamingue. À part de CISAS, il y a d'autres employeurs, il y a d'autres cliniques, il y a d'autres personnes qui fournissent des tests. Donc, selon la qualité ou l'efficacité de leurs tests, il se peut qu'aux autres, le type de test peut donner un peu plus de faux positivité. Mais encore une fois, c'est un nombre très négligeable de faux positifs. Merci. Une question maintenant qui nous provient de Marie-Hélène Daigneault de RNC Média. On parle de congélateurs qui vont permettre de déployer la vaccination ailleurs en Abitibi-Témiscamingue. Où allons-nous déployer ce deuxième lieu de vaccination? Ça va être plusieurs lieux de vaccination. Dans le fond, c'est une bonne question. Avec les ultra-congélateurs que nous devrions avoir, nous serons capables d'avoir un ultra-congélateur dans chacun des territoires. Bon, c'est sûr que la compagnie Pfizer nous demande une séquence de livraison. Vous savez qu'ils doivent nous livrer 975 doses à la fois. Donc, la séquence sera Val-d'Or dans un premier temps, après Amos, La Sarre et le Témiscamingue. Mais il y aura des congélateurs lorsqu'on aura plus de vaccins. L'ensemble des territoires vont être capables de recevoir les vaccins de Pfizer. Merci beaucoup. Je crois que François Munger, vous aviez une seconde question. Oui, effectivement. En fait, c'est une question en deux volets. Donc, dans un premier temps, c'est juste de préciser, on parlait de centaines de personnes en isolement préventif. Des centaines, ça peut être vague, là, ça peut être autant 200 que plusieurs milliers. Donc, peut-être juste préciser de ce côté-là, on en est où à peu près. Et au niveau de la traçabilité, avec les enquêtes épidémiologiques, j'aimerais savoir, est-ce qu'on est capable de relier la majorité des cas qui sont présents dans la région à une source de contamination? Bon, merci beaucoup de votre question. Donc, pour la première question, le nombre de personnes en isolement préventif est toujours en évolution. Même quand je vous parle, il se peut que d'autres vont s'ajouter. Mais à dernière consultation, on avait 561 personnes en isolement préventif.
en lien avec une exposition significative à un cas confirmé. Pour la deuxième question, on arrive d'une bonne partie à pouvoir associer nos cas soit à une activité en particulier ou à des personnes, un cas déjà connu, ou à un lieu en particulier. Donc, pour la majorité des cas, on a une idée de la source de l'exposition. Toutefois, on a quelques-uns pour lesquels on est toujours à la recherche. Donc, des fois aussi, ça prend quelques jours plus tard avant qu'on ait plus d'informations qui nous permettent de pouvoir confirmer que, finalement, c'est relié à telle activité ou c'est relié à telle personne ou tel milieu. Donc, ça peut être un peu plus long, mais pour une bonne partie, on est capable de le faire. On aime que ça se poursuive, mais toutefois, il y en a pour lesquels on n'arrive pas. C'est pour ça que la prudence est toujours de mise et les mesures de sanitaires, lorsqu'on travaille, avant nos travail, après nos travail, lors de nos déplacements, sont toujours nécessaires. Merci. Madame Luneau, une seconde question? Oui, j'aurais une question par rapport à la ventilation. Ça a été abondamment abordé. Je sais que déjà, les écoles vont être testées. Je voulais savoir si vous aviez du nouveau pour l'Abitibi-Témiscamingue. Puis également pour vos installations, est-ce que vous êtes satisfait et confiant que la ventilation est adéquate, entre autres dans nos CHSLD, centres hospitaliers et autres? Oui, bien parfait. En fait, pour les écoles, je sais que ça va se poursuivre selon le plan qui a été présenté par le ministre aussi, puis suite au rapport qui a été déposé. Donc, pour l'ensemble des écoles en région, oui, on est en lien avec des représentants du milieu de l'éducation, puis ça va se faire selon ce qui est prévu puis qui est annoncé. Pour nos installations, on avait 4 CHSLD, entre autres, pour lesquels, suite à des analyses, puis ça, c'est au courant de la première vague, il y avait des travaux à réaliser. Pour la majorité de ces CHSLD-là, tout ce qu'on pouvait faire comme travaux à court terme, donc au courant de l'été dernier, ça s'est fait. Il y a des travaux dans 2 CHSLD qui nécessitaient vraiment des travaux d'envergure au niveau de l'ensemble du système de climatisation et ça va se poursuivre. Donc, nos plans sont là, puis ce qui a été fait entre-temps pour s'assurer quand même de la climatisation adéquate là, depuis la première vague, puis ça va se poursuivre, c'est d'avoir, entre autres, des petits systèmes de climatisation. Donc, on a adapté quand même tout ce qu'on pouvait faire en possibilité pour s'assurer d'une circulation d'air, puis climatiser les lieux dans chacun de nos CHSLD. Pour nos milieux hospitaliers, on n'est pas en problématique actuellement. L'ensemble de nos systèmes là, sont adéquats pour permettre une circulation d'air dans l'ensemble de nos installations. Merci. Question de Mme Marie-Hélène Daigneault de RSNVédia, toujours concernant la vaccination. Quand allons-nous recevoir les congélateurs? Écoutez, ça devrait être assez rapide parce qu'il y a quand même 3 congélateurs qui sont déjà présents en région et il reste à recevoir la conformité de nos services techniques. Puis je pense que ça allait bon train et de mettre un système de contrôle de la température parce qu'il faut s'assurer que la température soit respectée en tout temps et c'est relié à un système d'alarme, etc. Mais je crois que c'est très rapide. Là. D'ici, pas vous dire la date précise, mais on devrait être prêt pour la prochaine livraison. Le second volet de la question de Mme Daigneault concerne le Dr Sobanjo. Donc, avons-nous de l'information quant à la vaccination dans les communautés autochtones? Merci pour la question. Les communautés autochtones se trouvent dans le 4e groupe prioritaire. Actuellement, nous sommes en train de déployer la vaccination auprès de 1er, 2e et 3e groupes prioritaires. Toutefois, les discussions sont déjà en cours et la planification avec les communautés autochtones. Donc, déjà, on a une rencontre avec eux demain pour présenter la stratégie et on aura plus d'informations sur quand est-ce qu'ils vont recevoir le vaccin et comment ça va se dérouler au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup. Une question du public pour Mme Roy cette fois-ci. Est-il prévu de recevoir des malades de la COVID des autres régions du Québec compte tenu de la situation hospitalière fragile dans les grands centres?
Non, ce n'est pas envisagé pour le moment. Vraiment, l'attente et la directive pour chacune des régions du Québec et chacun des établissements, c'est de s'assurer d'avoir la capacité d'accueil pour accueillir les malades. Donc, c'est ce qu'on a mis en place de notre côté. C'est ce qui est fait dans l'ensemble des régions du Québec. Pour certains, ça a signifié, même dans les derniers jours, de pouvoir bonifier leur capacité d'accueil jusqu'à 150% de lits dédiés COVID par rapport à ce qui était déjà prévu là, au début de la première ou la deuxième vague. Dans notre cas, c'est 30 lits dédiés COVID au niveau de la courte durée qu'on a à notre centre désigné de Rouyn-Noranda et 15 lits de soins intensifs, donc qu'on va rendre disponibles aux besoins à partir du moment où on aurait ce besoin d'hospitalisation pour les malades de la COVID. Une question maintenant de Philippe Doherty qui demande, la semaine dernière, vous avez mentionné que des doses de vaccins destinées au Témiscamingue devaient arriver cette semaine. Où en êtes-vous rendu dans les échéanciers pour la vaccination pour le territoire témiscamingue? Bon, exactement, là, nous serons au Témiscamingue mercredi le 20 janvier et jeudi le 21. Merci beaucoup pour cette réponse très précise. Monsieur Munger, une autre question? J'ai l'horaire ici. Oui, donc on vaccine actuellement les groupes prioritaires. La question qui revient beaucoup, je la vois passer beaucoup durant cette diffusion-là, les gens se demandent, là, sur un échéancier peut-être un peu plus long, on s'attend à vacciner la population générale à quel moment? C'est une très bonne question. Écoutez, on entendait parler aussi de la deuxième dose. Il semblerait que, suite au point de presse qui a eu lieu à 13h, que la deuxième dose serait donnée entre 42 jours et 90 jours. Et le fait d'aller jusque-là, ça permet de vacciner au Québec 1,5 million de personnes de plus. Si on fait, nous, on est 2% de la population, ça fait 10 000 personnes de plus qu'on va pouvoir vacciner plus tôt. Donc, nos personnes vulnérables dans les catégories que j'ai énumérées tout à l'heure, peut-être qu'on va se rendre jusqu'à 6-7. Écoutez, sûrement pas avant le mois d'avril-mai, mais la chose certaine, l'engagement du gouvernement fédéral était de vacciner l'ensemble de la population d'ici fin septembre 2021. Mais écoutez, tout ça pourra changer. Si on a plus de vaccins, ça sera plus rapide. Si on en a moins... certainement que l'année décembre 2021, toutes les personnes qui voudront être vaccinées vont pouvoir l'être. Là. C'est à peu près ce que je peux vous dire maintenant, mais ça pourra certainement se préciser dans les prochaines semaines. Merci. Je crois que Mme Luneau a une autre question. Oui, une question par rapport aux tests rapides. Il y a des professionnels de la santé aujourd'hui qui ont signé une lettre ouverte pour demander l'utilisation de ces tests rapides pour essayer de trouver plus rapidement les ultra-infectieux. Je voulais savoir comment vous voyez ces tests rapides et pourraient-ils éventuellement être utilisés en Abitibi-Témiscamingue? Bon, merci beaucoup pour la question sur le test rapide. Je pourrais vous confirmer qu'actuellement, nous avons des appareils pour le test rapide en Abitibi-Témiscamingue, mais nous ne les utiliserons pas parce que les tests rapides, ils ont leurs avantages. On pourrait avoir les résultats dans un très court délai. Mais déjà, notre laboratoire sont capables de fournir les résultats assez rapidement. Nous recevons des résultats des gens qui sont dépistés le matin avant de fin de journée. Donc, on est capable de faire notre enquête assez rapidement en Abitibi-Témiscamingue. Le désavantage ou l'autre côté des tests rapides, c'est souvent le test doit être confirmé par un autre test de laboratoire. Donc, si je fais un test rapide et le résultat est positif, il faut que je le confirme dans un laboratoire. Excusez. Il faut que je le confirme dans un laboratoire avant de pouvoir intervenir. Donc, si quelqu'un est symptomatique également et son résultat est négatif, il faut une confirmation. Donc, ça fait dédoubler l'ouvrage plutôt que de le raccourcir. Donc, dans une situation, si on avait comme 2, 3, 4 jours de délai pour avoir les résultats, au moins d'avoir un résultat positif, même si ça peut être un faux positif, on va pouvoir faire quelque chose. Mais ici, déjà, notre laboratoire, le PCR, c'est rapide, c'est efficace et ça évite de faire 2 tests à la même personne. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, en Abitibi-Témiscamingue, on n'a pas déployé ces tests. On continue à suivre la situation
les résultats qu'on a ou les tests que nous avons fonctionnent très bien et nous permettent de pouvoir contrôler, de suivre la situation épidémiologique en région. Merci beaucoup. Alors, il n'y a plus aucune question de la part des médias. Donc, si c'est le cas, ça mettrait fin au point de presse d'aujourd'hui. Merci encore énormément à tous pour votre participation. Merci à nos porte-paroles. Puis, je vous souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. Alors voilà, c'est ce point de presse qui se termine. Je vais tenter de vous ramener ici, si ça fonctionne à l'écran. Ça ne fonctionne pas. Laissez-moi 30 petites secondes. Je vais tenter de vous amener donc, ces résultats pour la dernière journée. Donc le nombre de tests positifs qui ont été déclarés. Voilà, je vous amène ça ici. En Abitibi-Témiscamingue, le bilan, 7 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. On va faire le tour. 2 pour la MRC d'Abitibi, Vallée-de-l'Or 2 et 3 du côté de Rouyn-Noranda. Donc, de ce côté-là, nombre de cas actifs en Abitibi-Témiscamingue, on est présentement à 176 cas actifs, une seule hospitalisation. Et donc, la situation qui semble se stabiliser. On va faire le tour du nombre de cas actifs par MRC. MRC d'Abitibi 57, Abitibi-Ouest 16, la MRC de Rouyn-Noranda 60, Témiscamingue 14 et Vallée-de-l'Or 29. Alors c'est le portrait de cette situation en Abitibi-Témiscamingue qui semble se stabiliser. On nous a dit près de 560 personnes isolées par prévention en ce moment. Des gens qui ont été testés, qui auraient pu avoir un contact avec une personne atteinte de la COVID-19 en région. Donc, ce sont des gens qui sont à la maison et qui ne peuvent pas sortir de leur domicile en raison d'un isolement préventif en ce moment. Au niveau des vaccins, on nous dit, bon, oui, on a la capacité de vacciner. Est-ce qu'on pourrait en avoir plus? On sent qu'on serait prêt à pouvoir vacciner un peu plus. Et à la question, est-ce que on va pouvoir se faire vacciner pour la population en général? Ben, on nous dit que ça pourrait aller à partir d'avril, peut-être même un peu plus tard, un peu plus tôt, tout dépendamment du nombre de vaccins qui seront rendus disponibles pour la région et du nombre de fournisseurs de vaccins. On sent que cette course aux vaccins pourrait influencer la date à laquelle, à la maison, vous pourriez vous faire vacciner. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de ce point de presse du Centre intégré de santé et de services sociaux pour cette semaine. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine, une fois de plus, pour faire le point sur la situation de la COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue. N'hésitez pas à suivre nos différentes plateformes, entre autres notre application Médiaté Plus, pour retrouver tous vos contenus, autant les balados, de la vidéo, vos nouvelles, vos nécrologies, votre météo, tout se retrouve sur notre application. Vous retrouvez ça au mediaté.app si jamais vous recherchez rapidement pour le lien de téléchargement. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée.